Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors voilà la question qui fait grincer des dents dans les coulisses diplomatiques. Est-ce que Abd, le chef d'État algérien, serait en train de tendre la main à l'Amérique version Donald Trump en lâchant du lest sur certains principes fondamentaux? Des gestes peut-être discrets mais qui pourraient bien bouleverser l'équilibre stratégique du Maghreb comme jamais auparavant. Quand on parle d'Abdelmadjid Tebboune, on entend souvent qu'il aime l'oncle Sam, proche de Washington. C'est peu dire, mais ce qu'on oublie ou qu'on cache bien volontiers, c'est qu'il n'a jamais été un animal politique au sens pur du terme. Non, Abd, c'est l'archétype du technocrate, l'homme des coulisses, des dossiers, des décisions administratives sans vague. Il a fait le tour des postes Wali, ici ministre, là... Et son appartenance au FLN+, un costume d'apparat, qu'une conviction brûlante. Il n'a jamais vraiment milité, jamais vraiment cru. Son truc à lui, ça a toujours été l'obéissance, la machine étatique, le devoir avant l'idéologie. Dans les arcanes de sa longue carrière de fonctionnaire dévoué, ABD a forgé une vision bien à lui pour lui. L'avenir de l'Algérie ne se dessine pas uniquement à l'est entre Moscou et Pékin. Non, pour lui, la carte du progrès se lie vers l'Occident. Il n'en fait pas un mystère et à vrai dire, ce n'est ni un crime ni un défaut. Il appartient à cette frange de l'élite algérienne qui voit dans l'Ouest et surtout dans les États-Unis non pas un ennemi idéologique mais une opportunité stratégique pour haber les clés de la prospérité, de la modernisation et d'un avenir solide se trouve dans des alliances stables, lucides et amicales avec les grandes puissances occidentales. Et dans ce jeu, l'Amérique occupe bien sûr la première place sur l'échiquier. La passion de Tebboune pour l'Amérique ne date pas d'hier. Chez lui, c'est presque inscrit dans l'ADN, il pense, rêve et respire USA, que ce soit sur le plan culturel, politique ou idéologique. Le hic, il est monté sur le trône au pire moment possible. Un timing franchement désastreux. D'abord, il s'est pris de plein fouet la révolte du Irak, un peuple qui lui tournait déjà le dos avant même qu'il ne s'installe. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, le Covid-19 a bien failli l'emporter. Et pour couronner le tout, la planète est entrée dans une tornade géopolitique qui a complètement bousillé ses plans de mandat. Et là, bam, décembre 2020. Les États-Unis de Donald Trump reconnaissent officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pour un président algérien qui cherche à se rapprocher de Washington, c'est le cauchemar diplomatique. Pendant longtemps, les Américains avaient su ménager la chèvre et le chou soutenir Rabat sans trop froisser Alger. Mais là, plus de façade, plus de subtilité, les USA basculent franchement du côté marocain. Fin du équilibre stratégique, début des sueurs froides à la présidence algérienne. Le fragile funambulisme diplomatique entre Rabat et Alger s'est effondré dès l'instant où Washington a levé toute ambiguïté. Le Sahara occidental pour les Américains, c'est territoire marocain. À partir de là, plus de faux semblants, les États-Unis se sont mués en sponsor officiel du Maroc. Et comme un château de dominos, les reconnaissances internationales se sont mises à tomber les unes après les autres. L'Espagne convaincue, la France embarquée, le Royaume-Uni suivant le mouvement. Et bientôt, d'autres grandes capitales occidentales ont été aspirées dans cette spirale de soutien, toutes dans le sillage du sceau estampillé « Made in USA ». Soyons clairs, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'aval décisif de Donald Trump. Sans son coup de tampon présidentiel sur la revendication marocaine, jamais Madrid n'aurait osé faire un pas aussi risqué. Paris ne se serait pas aventuré sur ce terrain miné. Londres aurait certainement continué à jouer la prudence. Mais voilà, Trump a ouvert la voie et les autres ont simplement suivi la lumière verte. Tebboune s'est retrouvé dans une équation presque insoluble, un véritable casse-tête diplomatique. Car pour le régime algérien, le Sahara occidental, ce n'est pas juste un dossier international, c'est une sorte de dogme, une foi politique quasi religieuse. C'est la pierre angulaire de la diplomatie d'Alger, son or magnétique. Alors forcément, pour garder l'armée dans sa poche, ou du moins éviter qu'elle le regarde de travers, il a dû brandir encore plus fort l'étendard sahraoui, pousser le curseur anti-marocain jusqu'au maximum. Résultat, il a placé la cause sahraoui au même niveau sacré que celle des Palestiniens. Et l'Algérie, sans surprise, s'est enfoncée encore plus loin dans le duel régional avec Rabat.
Mais voilà où ça coince comment séduire Washington, tout en restant farouchement opposé au Maroc, principal allié de l'Amérique dans la région. C'était mission impossible, surtout sous l'ère Biden. Le président démocrate n'avait, soyons honnêtes, strictement aucun intérêt pour Alger. Pire encore, l'Algérie a eu droit à une belle indifférence, voire un petit mépris poli de la part des démocrates. Et pour ne rien arranger avec la guerre en Ukraine qui faisait rage, le régime algérien, entre 2022 et 2023, a tenté un rapprochement avec Moscou. Oui, vous avez bien entendu, en pleine tempête mondiale, Tebboune essayait de jouer la carte pro-russe. Sous la pression bien sentie de ses généraux, Boone a été poussé vers Moscou, comme on pousse un pion sur un échiquier. L'état-major algérien, sûr de son pari, pensait que la Russie de Poutine allait expédier l'Ukraine en quelques semaines et réduire l'Occident au silence. Dans leur esprit, c'était simple. Poutine allait devenir l'allié incontournable, le super partenaire à court et long terme. Et Boone docile s'est exécuté. Il a souri à Poutine, tendu la main, tenté de se glisser dans les faveurs du Kremlin. Mais voilà, les choses ne se sont pas déroulées comme dans le scénario rêvé. Non seulement la Russie n'a pas écrasé l'Ukraine, mais la guerre s'est éternisée bien au-delà de toutes les prédictions. Et comble de désillusion, l'Algérie s'est vue claquer la porte du BRICS au nez. Ce club très fermé des puissances émergentes dans lequel elle rêvait de s'incruster lui a fait comprendre que Moscou ne pouvait pas tout offrir. Quant à l'armée russe, loin de la machine de guerre irrésistible qu'on fantasmait, elle s'est enlisée. Bref, le grand plan pro-russe a viré à l'impasse. Et comme si l'échec russe ne suffisait pas, voilà que Moscou commence à flirter avec tout le monde, sauf Alger. Pire, la Russie tend la main à ceux que l'Algérie considère comme ses rivaux les plus directs, les Émirats copains comme cochons, l'Arabie saoudite alliée stratégique, l'Égypte bras dessus, bras dessous, même le Maroc pourtant adversaire juré d'Alger commence à échanger des regards complices avec le Kremlin. Sans parler du maréchal Haftar en Libye et des pays du Sahel autrefois proches qui aujourd'hui tournent le dos à l'Algérie les uns après les autres. Bref, le cercle d'amis de la Russie s'agrandit sans l'Algérie à la fête. Face à ce glissement de terrain géopolitique, Boone a fini par lire entre les lignes inutile de s'accrocher à une Russie infidèle. Alors, dans un virage aussi discret que calculé, il a convaincu ses généraux de ranger les rêves eurasiens au placard. Direction Washington. Et dès que le mandat de Biden touchera à sa fin, le cap est clair, on tente un comeback pro-américain. Quand Donald Trump a refait surface à la Maison-Blanche Tebboune, il a vu une fenêtre d'opportunité en or massif. Pour lui, c'était le moment parfait pour tenter un coup de poker diplomatique, tout misé sur l'Amérique de Trump. Il était et il est toujours convaincu que sous la présidence de ce magnate, reconverti en chef d'État, l'Algérie pourrait décrocher un partenariat sur mesure concret, stratégique et surtout sans blabla idéologique. Pourquoi cet espoir? Parce que Trump, c'est d'abord un businessman avant d'être un politicien. Il ne pense pas en termes de grandes doctrines ou d'idéaux universels. Ce qui l'intéresse, ce sont les deals. Et dans sa vision du monde, un bon contrat vaut mieux qu'un long discours. Pas de croisade militaire, pas de leçon de morale, juste du business. Et c'est précisément cette logique-là qui, selon Tebboune, pourrait ouvrir à l'Algérie la voie d'une alliance pratique et avantageuse avec la première puissance mondiale. Séduire Trump, pas avec des discours idéologiques ou des valeurs communes. Non, le plan était bien plus simple et efficace, misé sur les affaires. Car avec Donald Trump, on ne construit pas des alliances sur des promesses, mais sur des deals. Sa souplesse, dès qu'il s'agit de business, ouvrait une brèche. En parlant son langage, celui du profit et des opportunités, l'Algérie pouvait en théorie l'attirer dans sa sphère et nouer une alliance atypique mais prometteuse. Et pour activer cette opération charme, c'est le clan Boone qui entre en jeu. Tebboune et ses stratèges ont compris qu'il fallait préparer le terrain. Sous la houlette d'un certain Abdon, le régime s'est creusé les méninges comment atteindre Donald Trump, comment capter son attention, comment entrer dans son cercle d'influence. Mais petit rappel pour bien comprendre, au moment où Boone a été propulsé au sommet de l'État Trump, lui s'apprêtait déjà à quitter la scène, et comme si le timing n'était pas déjà assez malheureux, Boone est tombé malade en 2020. Résultat, il était aux abonnés absents, incapable de gouverner, encore moins de nouer des contacts stratégiques avec Washington.
L'opération séduction a donc démarré avec un sérieux handicap. Tebboune, affaibli par la maladie et confiné dans une chambre stérile en Allemagne, a vu son fauteuil de président lui échapper entre les mains, le temps que Joe Biden s'installe à la Maison-Blanche. Quand il a enfin pu revenir aux affaires, Trump lui avait déjà plié bagage. Trop tard. Le train Trump était passé et avec lui la chance de poser les premières pierres d'un rapprochement sur mesure avec Washington. Du coup, l'opération Charme a été reportée. Tebboune n'a jamais eu l'occasion ni la santé de tendre la main à Donald Trump pendant son premier mandat. Pas de manœuvre diplomatique, pas de plan en action, la stratégie pro-américaine est restée dans les tiroirs. Mais voilà que Trump revient en scène, et là Tebboune se dit « c'est maintenant ou jamais ». Cette fois, le régime ne veut pas rater son coup, et pour faire mouche, ils ont imaginé une approche plus personnalisée. Pas question d'attaquer frontalement le pari et de viser la famille. Plus précisément, un membre très proche de l'entourage Trump. Une stratégie de séduction ciblée presque intime. Vous allez voir, c'est digne d'un thriller politique. Et ce fameux lien familial, ce n'est autre que le personnage qui a fait parler de lui hier, un certain Massad Boulos. Ce nom ne dit peut-être rien au commun des Algériens, mais dans les couloirs feutrés du pouvoir, c'est lui, la clé de voûte d'une opération diplomatique bien ficelée. Dès 2022 et plus intensément depuis les premières semaines de 2025, le régime algérien a discrètement dégainé une stratégie plutôt rusée, contourné les circuits classiques et passé par la case famille Trump en ciblant Massad Boulos comme pont d'accès. Le calcul s'infiltrait par le lobby libanais. En tissant des liens avec cette puissante nébuleuse d'influence, Alger espérait lentement mais sûrement tracer un chemin jusqu'au sein des saints, le bureau ovale de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un plan à la fois audacieux et sinueux digne des meilleurs romans d'espionnage politique. Mais alors pourquoi miser sur Massad Boulos? À première vue, le choix paraît étrange. Le bonhomme totalement inconnu du grand public n'était ni une figure médiatique aux États-Unis, ni une personnalité politique de poids au Liban, encore moins ailleurs. Bref, un parfait inconnu, jusqu'à ce que la chance lui tombe dessus comme un jackpot inattendu. Son ticket gagnant, son propre fils. Oui, c'est bien grâce à Michael Boulos que la trajectoire de Massad a pris un virage planétaire. Depuis que le fiston a mis la bague au doigt de Tiffany Trump, la fille de Donald Papa, Boulos est passé de l'ombre à la lumière. Et attention, Michael, ce n'est pas un conseiller de l'ombre parmi tant d'autres. Non, lui, c'est du VIP version beau-fils présidentiel. On est très très loin du simple staff de campagne ou du petit conseiller technique. Son accès direct au cœur du clan Trump. Rien que ça. Massad Boulos, tout comme Jared Kushner à son époque, bénéficie d'un atout de taille dans le monde, si fermé de Donald Trump, un lien familial. Oui, vous avez bien entendu, il ne partage pas seulement un intérêt pour la politique ou les affaires. Il partage carrément la famille. Il est par alliance connecté à la dynastie Trump exactement comme Kushner l'était. Rappelez-vous, pendant le premier mandat de Trump, Jared Kushner, gendre attitré, n'était pas juste un simple membre de la famille. C'était le gendre. Marié à Ivanka, il avait accès aux coulisses du pouvoir comme peu d'autres. La relation, un face-à-face permanent avec son beau-père devenu président. Et cette proximité dans l'univers trumpien vaut bien plus qu'un CV en béton. Parce que oui, Donald Trump ne distribue pas sa confiance comme des bonbons à Halloween. Chez lui, la loyauté s'apprivoise lentement et le sang, ou ce qui s'en rapproche, pèse bien plus que n'importe quelle compétence. Pour entrer dans son cercle, mieux vaut passer par le salon familial. Quand Jared Kushner a passé la bague au doigt d'Ivanka en 2009, il n'a pas seulement gagné une épouse, il a décroché un passeport pour le cœur du pouvoir. Être le gendre de Donald Trump dans son univers familialo-politique, c'est un peu comme obtenir un visa diplomatique permanent. Ce lien de parenté lui a littéralement ouvert les portes de l'influence et sa trajectoire n'a fait que grimper depuis. Et puisque Trump accorde sa confiance à dose homéopathique, le fait que Kushner soit dans la famille lui a valu des missions de haut vol. Le président ne lui a pas confié des tâches secondaires. Non, il lui a mis entre les mains des dossiers ultra sensibles, comme les fameux accords d'Abraham, visant à rapprocher Israël de plusieurs pays arabes, y compris le Maroc. Autant dire qu'il n'était pas là pour décorer.
Et aujourd'hui, eh bien, Trump applique la même recette avec Massad Boulos. Même logique, même stratégie, si tu fais partie de la famille, tu gagnes un siège à la table des grands. Massad Boulos est père de 4 garçons, mais c'est Michael, son fils cadet, qui a décroché le jackpot politique en tombant amoureux au bord de la mer Égée. En 2018, sous le soleil grec de Mykonos, il croise Tiffany Trump, fille cadette de Donald, lors de vacances bien bronzées. Coup de foudre sur fond d'eau turquoise, ils se rapprochent, se fréquentent et très vite les choses deviennent sérieuses. C'est la même année en Floride que Tiffany décide de franchir une étape décisive, présenter Michael à papa. Et pas n'importe où, s'il vous plaît, dans l'écrin doré de Mar-a-Lago, la résidence privée de Trump bijoux de faste et de pouvoir où peu ont le privilège d'être invités. Puis les choses s'enchaînent, janvier 2021, fiançailles officielles avec tout le tralala médiatique. Et en 2022, il passe devant l'hôtel, toujours à Mar-a-Lago cette fois, pour sceller définitivement l'union. Voilà comment un jeune homme libano-nigérian s'est retrouvé à dîner avec l'homme le plus puissant du monde, version belle famille. C'est donc par la magie d'un mariage bien placé que Massad Boulos a réussi à se glisser dans le premier cercle de la dynastie Trump. Grâce à son fils devenu gendre présidentiel, les portes de Mar-a-Lago se sont grandes ouvertes et avec elles l'accès direct au noyau dur du pouvoir trumpien. Dès que Michael a mis un pied dans la maison Trump Papa, Boulos n'a pas perdu une seconde. Il a sauté dans le train en marche, enfilé la veste républicaine et s'est lancé à fond dans la machine électorale. Objectif, ramener Donald Trump au sommet encore une fois. Et là où d'autres auraient joué la carte de la discrétion, lui a préféré monter en première ligne. Car oui, quand votre fils est marié à la fille de l'ex-président, vous ne restez pas sur le banc de touche. Le voilà donc devenu de facto le beau-père de Tiffany Trump et par extension un acteur certes par alliance, mais bien réel dans le jeu politique américain. Face aux tempêtes médiatiques, aux controverses, aux adversaires acharnés, Massad Boulos a tenu bon. Il s'est jeté corps et âme dans la bataille pour ramener Trump à la Maison-Blanche. Et il faut bien le dire, son engagement n'est pas passé inaperçu. Et puis contre toute attente, le scénario que même les plus optimistes n'osaient plus envisager s'est réalisé. L'élection présidentielle de 2024 a tourné à l'avantage de Donald Trump. Sans accroc majeur, sans coup de théâtre judiciaire de dernière minute, il a repris les rênes de la Maison-Blanche. Oui, vous avez bien entendu, Trump est de retour, président des États-Unis version 2.0, une remontée spectaculaire que peu avaient prédite. Car soyons honnêtes, beaucoup le voyaient finir sa course non pas à Washington, mais derrière les barreaux. Avec les procès qui s'enchaînaient, les affaires judiciaires qui le cernèrent de toutes parts, et la machine démocrate lancée à pleine vitesse contre lui, tout semblait jouer contre le milliardaire devenu président. Entre enquêtes, accusations et convocations, Trump n'était plus un candidat mais un survivant. Et pourtant, il a tenu. Il s'est faufilé entre les pièges, esquivé les balles politiques et réapparu là où personne ne l'attendait vraiment au sommet. Franchement, sa vie, c'est du cinéma. Il ne manque plus qu'un biopic hollywoodien avec une bande-son épique. On a tendance à l'oublier, mais Donald Trump ne revient pas juste de loin, il revient de très très loin. Sa trajectoire relève presque du miracle politique. Ce type-là, on l'enterrait médiatiquement un jour sur deux et pourtant, il est revenu. Pas en rampant, mais en fanfare. C'est un survivant du système, un miraculé version XXL. Son retour à la Maison-Blanche n'est pas une simple réélection, c'est une renaissance spectaculaire. Car souvenez-vous, après son départ en 2020, il a traversé 4 années de tempête judiciaire, procès, enquête, perquisition, accusation en cascade. Trump a encaissé, reculé parfois, mais il n'a jamais plié. Il s'est battu pied à pied jusqu'à revenir le 20 janvier 2025 poser à nouveau ses valises au 1600 Pennsylvania Avenue. Un comeback digne des plus grandes sagas hollywoodiennes. Et pendant que le monde retenait son souffle, un certain Massad Boulos lui jouait ses cartes avec justesse. Engagé dans les rangs du Parti républicain actif au sein de la communauté arabe américaine, il a su se positionner là où il fallait, quand il fallait. Résultat, Trump reconnaissant l'a récompensé, parce que dans le monde trumpien, loyauté, stratégie, ça se paye toujours. Et comme souvent dans l'univers, Trump, les récompenses tombent vite quand on est du bon côté. Massad Boulos, fort de son nouveau statut familial et de son engagement sans faille, a été propulsé tout droit au sommet,
Trump l'a nommé haut conseiller. Rien que ça. Une fois intégré dans le cercle restreint des décideurs de l'empire trumpien-boulos, s'est vu confier un portefeuille de poids, le Moyen-Orient. Un poste stratégique hautement sensible dans lequel il avait désormais voix au chapitre sur l'une des régions les plus explosives de la planète. Mais comme toujours avec Trump, les cartes peuvent être redistribuées sans prévenir. Et début 2025, changement de décor, exil le Moyen-Orient. Trump décide de réorganiser ses pions et repositionne Massad sur un autre front, cette fois chargé des affaires africaines et arabes. Pour gérer le Moyen-Orient, un nouveau nom sort du chapeau présidentiel, Steve Witkoff, appelé à prendre la relève. Massad, lui, hérite d'un nouveau champ d'action toujours stratégique, mais plus en phase avec ses racines et ses réseaux. Pourquoi Trump a-t-il confié à Massad Boulos le portefeuille africain plutôt que de le laisser sur celui du Moyen-Orient? La réponse est plus géographique que politique. Massad est libanais né au Liban, élevé au Liban, dans un petit village du nord du pays nommé Kafaka, pas très loin de Tripoli. Attention pas, la Tripoli libyenne qu'on connaît tous, capitale agitée et médiatisée, non. Il s'agit ici de Tripoli-Trablou, la deuxième ville du Liban souvent ignorée, y compris par beaucoup d'Algériens qui la confondent systématiquement avec sa cousine nord-africaine. Et ce n'est pas tout. Massad Boulos n'a pas seulement des racines au Levant, il a aussi planté ses drapeaux économiques en Afrique. Fin des années 90, il s'installe au Nigeria et transforme son aventure en véritable success story. Là-bas, il monte une entreprise spécialisée dans l'import-export de véhicules de machines industrielles et d'engins de chantier. Et pour ceux qui aiment les détails croustillants, oui, l'homme détient 3 passeports libanais, français et américains. Autrement dit, il parle plusieurs langues, y compris celle du business africain. À partir de la fin des années 90, Massad Boulos a posé définitivement ses valises au Nigeria, avec femmes et enfants à bord. Une partie de sa tribu y est même née, a grandi sur place, s'est forgée dans ce creuset africain dynamique. C'est là-bas, au cœur de Lagos, qu'il a bâti pierre par pierre son empire entrepreneurial. Et selon les enquêtes et documents disponibles sur son parcours, l'entreprise qu'il y a fondée a bien grossi. On parle tout de même d'un chiffre d'affaires flirtant avec les 10 millions de dollars. Pas mal pour un outsider parti de rien. La boîte en question SCA Nigeria. Pas un mastodonte multinational, non. Mais une entreprise de taille intermédiaire qui se porte franchement bien. Cotée en bourse avec une valorisation estimée entre 3 et 4 millions de dollars, elle fait tourner un business plutôt solide, véhicules, machines industrielles, matériel de chantier. Et tout ça géré depuis Lagos, poumon économique du pays. Résultat, Massad Boulos ne connaît pas seulement l'Afrique, il y parle couramment sa langue économique. Massad Boulos, l'Afrique, il ne la connaît pas juste depuis une carte. Il l'a vécu sillonner, investi. Et c'est précisément pour cette raison que Donald Trump, avec son flair légendaire pour les profils pragmatiques terrain, a choisi de lui confier le portefeuille africain. Le Moyen-Orient, il l'a laissé à un autre, trop sensible, trop explosif peut-être. Mais l'Afrique, ça c'est le jardin de Boulos. Ce que peu d'Algériens savent, et c'est bien là que l'histoire devient croustillante, c'est que Massad Boulos n'est pas qu'un businessman globe-trotter. Non, monsieur est aussi profondément ancré dans les arcanes du jeu politique libanais. Et pas en tant qu'observateur passif, mais comme acteur à part entière. Il a longtemps été un pilier discret mais influent du courant patriotique libre, le mouvement politique piloté par nul autre que Michel Aoun, ex-président du Liban en poste 2016 à 2022. Boulos dans cette sphère n'était pas un figurant. Il faisait partie du décor et même un peu des coulisses. Massad Boulos, ce n'est pas seulement l'homme d'affaires international que l'on connaît aujourd'hui. Non, sa fibre politique, il ne l'a pas acquise sur le tard ni par opportunisme. Elle coule dans ses veines depuis plusieurs générations. À l'époque, il représentait le courant patriotique libre, le fameux CPL, directement depuis le Nigeria en qualité d'ambassadeur officieux du mouvement. Oui, vous avez bien entendu, même depuis l'Afrique de l'Ouest, il continuait de faire vibrer la fibre nationaliste libanaise. Et ce n'était pas un cas isolé dans la famille. L'engagement politique chez les Boulos, c'est presque héréditaire. Un oncle député au Parlement libanais. Et le père, figure locale respectée, fut longtemps maire de Kafaraka, le village natal de Massad, perché non loin de Tripoli.
Autant dire que la politique chez eux se discute autant autour de la table familiale qu'à l'Assemblée. Massad Boulos, issu de la communauté chrétienne libanaise, baigne dès son plus jeune âge dans les cercles politiques les plus influents. Son père, Efz Boulos, homme bien introduit, avait des liens étroits avec les figures marquantes du paysage politique chrétien Michel Aoun, en tête, mais aussi des noms comme Sleiman Frangier. Bref, quand on parle de connexion, c'est du haut niveau. Massad Boulos, lui, n'est jamais resté planté dans un seul camp. L'homme a navigué, évolué, tissé ses alliances politiques au fil des saisons, comme un vieux briscard de la scène libanaise. En 2009, il avait même failli franchir le pas vers le Parlement. Oui, vous m'avez bien entendu, son nom figurait sur la liste des candidats potentiels du courant patriotique libre, le fameux CPL piloté à l'époque par l'ancien président Michel Aoun. Objectif, décrocher un siège dans sa région natale Koura, là où tout a commencé à Kafaraka. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, il s'est rapproché d'un autre Aoun, Joseph Aoun. Attention, aucune relation familiale malgré le nom identique. Joseph, comme Michel, sort du moule militaire et lui aussi a su se faire une place dans le paysage politique libanais. Deux Aoun, deux parcours parallèles et un Boulos au milieu qui tente de tirer les ficelles. Alors, petite mise au point pour ceux qui découvrent le Liban là-bas, la politique ne fonctionne pas comme ailleurs. C'est un pays où la religion n'est pas juste une affaire de foi, c'est une affaire de pouvoir. Tout est soigneusement dosé selon un système confessionnel. Oui, vous avez bien entendu, chaque poste clé de l'État est réservé à une communauté spécifique. Le président de la République, c'est chasse gardée des chrétiens maronites. Le président du Parlement réservé aux chiites. Et devinez qui obtient le poste de Premier ministre, les sunnites, bien sûr. Même le chef des armées entre dans cette équation communautaire. C'est un mécanisme souvent critiqué, parfois même tourné en dérision, mais sans ce fragile équilibre, le Liban ne serait pas le Liban. Ce jeu d'équilibriste permet ou tente de permettre à toutes les communautés de coexister, à défaut de réellement collaborer. Quand Joseph Aoun, ce militaire chevronné à la carrière bien taillée, est monté sur le trône de Baabda en janvier 2025, presque en même temps que Donald Trump reprenait la Maison-Blanche, un curieux alignement des astres s'est produit. Plus jeune que son prédécesseur Michel Aoun Joseph, n'a pas perdu de temps pour consolider sa position. Et pour cela, quoi de mieux que de s'appuyer sur une carte maîtresse, le lobby libanais aux États-Unis. Car oui, l'ascension fulgurante de Massad Boulos, propulsé dans la sphère Trump par son lien familial, n'oublions pas que son fils a épousé Tiffany Trump, a servi d'accélérateur. Ce lien de parenté, certes indirect, mais ô combien stratégique, a permis au réseau libanais de gagner en poids et en influence à Washington. Il faut dire que les Libanais de la diaspora, on en trouve partout. Une communauté tentaculaire estimée à plus de 14 millions de personnes, disséminées sur tous les continents. Et quand l'un des leurs entre dans le cercle très fermé du pouvoir américain, tout le monde s'organise pour pousser les pions. Le lobbying chez eux, ce n'est pas un art, c'est une tradition familiale. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'énorme diaspora libanaise, qui rayonne à travers le monde, est majoritairement composée de chrétiens. Ce sont eux, les Libanais chrétiens, qui ont le plus quitté le pays au fil des générations. Et pourtant, au Liban même, ils ne sont que 2 petits millions. Incroyable, non ? D'ailleurs, le Liban a une particularité unique, ses enfants sont plus nombreux à vivre hors de ses frontières qu'à l'intérieur. Tandis qu'on compte à peine 6 millions d'âmes sur le territoire, ce sont plus de 15 millions de Libanais qui vivent dispersés sur les 5 continents. Oui, vous avez bien entendu, 15 millions. Et devinez qui tire leur épingle du jeu dans ce grand échiquier mondial? Toujours les chrétiens libanais. Aux États-Unis, leur influence a pris une autre dimension grâce à l'entregent de Massad Boulos auprès de Donald Trump. Un coup de maître vraiment. Imaginez un instant comme si demain un Algérien devenait le beau-père de la fille du président des États-Unis. Comme si le gendre du président américain était un type de chez nous du quartier. C'est dire le levier géopolitique que ça représente. Il va sans dire que l'Algérie ne compte pas rester les bras croisés. Elle compte bien activer ses réseaux, jouer habilement de ses liens familiaux pour redorer son image auprès de Washington et défendre ses intérêts au cœur même du pouvoir mondial. Parce qu'on parle ici des États-Unis, la superpuissance par excellence, la nation qui veille sur la planète, comme un shérif sur son comté. Membre incontournable du Conseil de sécurité de l'ONU,
géant économique, arsenal nucléaire, bref, l'Empire. Alors forcément, si un pays parvient à tisser un lien presque domestique, voire familial avec le président américain, c'est un joker en or. Un privilège géopolitique rare, presque un raccourci diplomatique. C'est exactement le pari que le Liban a tenté, et c'est la raison pour laquelle Joseph Aoun n'a pas perdu une seconde. Il a cherché à nouer un lien stratégique avec Massad Boulos, misant sur lui pour ouvrir un canal privilégié avec Washington. L'objectif, que le Liban soit épaulé, protégé, soutenu dans ses efforts de redressement de stabilité et de sécurité. Un coup politique aussi bien calculé que nécessaire. Depuis 2020, le Liban n'en finit plus de sombrer dans les sables mouvants d'une crise financière monumentale. Comme si cela ne suffisait pas, il subit régulièrement les coups de boutoir de l'armée israélienne, justifiés par la présence du Hezbollah sur son territoire. C'est dans ce contexte explosif que Massad Boulos a resserré les liens avec Joseph Aoun. Leur rencontre en août 2025 n'était pas anodine. Joseph Aoun l'a adoubé comme son messager, attitré son relais direct auprès de la Maison-Blanche. Mais vous allez me dire tout ça, c'est bien joli, mais quel est le rapport avec l'Algérie? Revenons un instant à l'été 2025, plus précisément au 29 et 30 juillet. Le président libanais Joseph Aoun s'invite à Alger. Il repart dans la foulée avec un chèque de 200 millions de dollars en poche, signé généreusement par l'Algérie officiellement, pour participer à la reconstruction du Liban. Un geste qui a laissé perplexe plus d'un Algérien. Pourquoi diable débourser une telle somme pour un pays avec lequel l'Algérie n'a en apparence ni proximité historique, ni alliance stratégique directe? Alors pourquoi diable 200 millions de dollars, une somme colossale qui a naturellement fait lever quelques sourcils. Pour mettre les choses en perspective, l'Algérie avait offert à la Palestine la moitié de cette enveloppe, 100 millions de dollars en 2021 lors de la visite du président Mahmoud Abbas. Et voilà que le Liban lui décroche le double. Inattendu, surprenant et forcément controversé. Le hic, c'est que côté algérien, personne n'a jamais officiellement validé cette aide. Les confirmations venaient uniquement de sources libanaises et des agences de presse de Beyrouth. Puis la presse libanaise est allée interroger Tebboune lui-même qui a confirmé ces informations, mais seulement devant les journalistes libanais. Pour le public algérien, en revanche, silence radio. Ni Tebboune ni les autorités n'ont jamais reconnu la transaction auprès de la presse ou de l'opinion publique. Une information soigneusement enveloppée dans le secret, gardée hors de portée de la curiosité nationale. Sensible et très bien cachée. Pourquoi une telle somme? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup imaginaient, Tebboune n'avait aucune intention de voler au secours du Liban par pure solidarité ou pour l'aider face à Israël. Pas du tout. Son geste n'avait rien à voir avec un élan de compassion. L'aide de 200 millions n'était pas destinée à Beyrouth, mais à quelqu'un d'autre. En réalité, ce chèque astronomique avait un objectif parfaitement calculé, ouvrir une porte vers Massad Boulos. Il s'agissait de convaincre Joseph Aoun et toute la sphère politique libanaise de solliciter l'influence de Boulos afin qu'il plaide la cause algérienne auprès de Donald Trump. Autrement dit, un investissement diplomatique déguisé en aide humanitaire, séduire, rassurer et tisser une relation privilégiée avec celui qui murmure à l'oreille des Trump. Voilà la véritable raison. Et à l'époque, peu d'Algériens ont compris le stratagème. Rien à voir avec Israël, rien à voir avec la Palestine. La logique était ailleurs. Joseph Aoun appartenait comme Massad Boulos à la communauté chrétienne maronite, un réseau soudé aux ramifications politiques profondes. Même si Boulos était historiquement plus proche du camp de Michel Aoun que de Joseph Aoun, les deux évoluaient dans le même univers communautaire. Et c'est précisément ce terrain-là que le régime Tebboune cherchait à exploiter. Ces deux hommes, même s'ils n'appartiennent pas au même clan politique, viennent pourtant du même horizon confessionnel. Massad Boulos, lui, n'a jamais renié ses racines, né au Liban, élevé au Liban, plongé dès l'enfance dans un environnement où sa famille jouait un rôle actif sur la scène politique locale. C'est précisément ce fil identitaire que le régime Tebboune a tenté de tirer. En injectant une aide financière massive au Liban, l'objectif était clair, éveillé chez Boulos, un réflexe patriotique titiller son attachement à sa terre natale et ainsi attirer sa sympathie, voire son soutien, au profit de la stratégie algérienne.
Car malgré son nouveau statut prestigieux à Washington, malgré sa fonction d'émissaire spécial de Donald Trump pour les affaires africaines, Massad Boulos reste profondément libanais. Il n'a jamais coupé les ponts. Il continue d'entretenir des connexions politiques solides à Beyrouth, enrichissant ce double ancrage qui fait de lui un acteur particulièrement précieux et particulièrement courtisé. Quoi qu'il en soit, Massad Boulos reste profondément enraciné dans la vie libanaise. Il n'a jamais renié son origine, jamais lâché son passeport. Au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour épauler son pays d'origine, le suivre, l'accompagner même depuis les plus hautes sphères américaines. Il faut dire que le Liban ne tient debout que grâce à sa diaspora. C'est elle qui, depuis des décennies, amortit chaque crise, qu'elle soit économique, politique ou sécuritaire. Sans les transferts d'argent et le soutien constant des Libanais de l'étranger, surtout ceux de la communauté chrétienne très active et généreuse, le pays aurait sombré bien plus tôt. C'est cette diaspora qui maintient encore le Liban à flot. Voilà pourquoi, au fond, les fameux 200 millions de dollars de Tebboune n'avaient rien d'un geste caritatif. C'était une manœuvre, un message codé. Cette somme colossale avait un but très simple, attirer les bonnes grâces de Massad Boulos, lui faire regarder l'Algérie d'un œil favorable et idéalement l'amener à devenir un relais d'influence auprès de Donald Trump. Tout le mystère était là. Ainsi, grâce à ses liens familiaux privilégiés, Massad Boulos peut se rendre auprès de Donald Trump, son presque beau-parent, pour lui glisser quelques mots flatteurs sur l'Algérie et tenter de le pousser vers une attitude plus coopérative, plus amicale envers Alger. Et qu'on le veuille ou non, cette opération séduction a porté ses fruits. Il faut reconnaître que Tebboune, sur ce point précis, a joué sa carte avec une efficacité surprenante, car Boulos, loin d'être un adversaire de l'Algérie, se montre plutôt bienveillant. Fin juillet 2025, Boulos débarque même à Alger. Il rencontre Tebboune, échange avec lui et en ressort sans la moindre critique à l'encontre de l'Algérie. Bien au contraire. Depuis, il s'efforce d'encourager Donald Trump à envisager des solutions pour apaiser la crise algéro-marocaine et la question du Sahara occidental, des solutions qui ne piétinent pas les intérêts algériens, qui ne les mettent pas sous pression et qui préservent autant que possible la marge de manœuvre d'Alger. Massad Boulos s'est progressivement transformé en véritable allié de l'Algérie. Et cela, il faut l'admettre, résulte directement de la manœuvre de lobbying orchestrée par Tebboune tout au long de l'année 2025, avec le Liban comme terrain d'approche. Une opération calibrée presque chirurgicale qui a fini par porter ses fruits. L'Algérie n'a pas seulement sorti son carnet de chèques, elle a fourni du carburant au Liban, contribuant à atténuer la crise énergétique qui paralysait le pays et provoquait des coupures d'électricité incessantes. Entre cela et les 200 millions destinés à la reconstruction Alger, a vraiment déroulé le tapis rouge. Et pourtant, ce geste était loin d'être évident. Le Liban est historiquement beaucoup plus proche du Maroc que de l'Algérie. Pendant longtemps, Beyrouth n'a jamais appuyé le Polisario. Au contraire, le Liban a toujours soutenu la position marocaine et défendu l'idée que le Sahara occidental est un territoire marocain. Autant dire que convaincre un pays si aligné sur Rabat relevait presque de l'exploit diplomatique. Malgré un contexte peu favorable, Tebboune n'a jamais lâché l'affaire. Il a multiplié les gestes, les visites et les clins d'œil diplomatiques pour amadouer Joseph Aoun et s'infiltrer dans le cercle rapproché des décideurs libanais. Son objectif réel ? Pas le Liban lui-même, mais l'homme qui pouvait ouvrir la porte vers Washington, Massad Boulos. Toute cette opération n'avait qu'un but rallié, Massad Boulos à la cause algérienne, le convaincre d'être l'avocat d'Alger auprès de Donald Trump. Et étonnamment, cette stratégie a porté ses fruits. Depuis, Boulos joue les médiateurs entre Alger et Rabat, cherchant un compromis qui ne léserait ni l'un ni l'autre. Son positionnement est particulier. Il reste aligné sur la vision marocaine de Donald Trump. Il n'a jamais prétendu le contraire, mais il ne nourrit aucune hostilité envers l'Algérie. Pas un ennemi, pas un allié aveugle, mais un intermédiaire précieux que Tebboune a réussi à attirer dans son orbite. Grâce à Massad Boulos, une fenêtre inattendue s'est ouverte. L'Algérie dispose enfin d'un relais sérieux pour faire valoir ses intérêts au cœur même de Washington. Une occasion rare, presque inespérée, dans un contexte où peu de portes s'ouvrent facilement vers les États-Unis.
Il faut le reconnaître, parmi les mouvements souvent hésitants du pouvoir depuis l'arrivée de Tebboune, cette opération de charme menée au Liban fait figure d'exception remarquable. Le travail de séduction orchestré autour de Massad Boulos, ce filigrane diplomatique parfaitement calibré, a été l'un de ces rares coups vraiment bien menés. Et honnêtement, moi qui ne passe pas mon temps à distribuer des compliments à Tebboune, je dois admettre que pour une fois, il a joué la partie comme un stratège. Sur ce dossier-là, il a clairement marqué un point. Voilà, et un point.